matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Bonjour Jacques Beau et merci d'être avec nous en studio. C'est rare de vous avoir en studio, je suis vraiment très heureuse de vous avoir en face de moi. Bien, merci, c'est réciproque. Je rappelle que vous avez été membre du renseignement stratégique suisse, spécialisé pays de l'Est et ancien chef de la doctrine des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Durant la guerre froide, vous avez travaillé sur l'art militaire soviétique. On va revenir sur cet art militaire. Vous y revenez beaucoup dans cet ouvrage, la guerre en Afghanistan. Et vous avez travaillé au sein de l'OTAN, vous avez participé à des programmes, notamment en Ukraine, après la révolution de Maïdan. Et voilà, donc je présente ce livre, L'art de la guerre russe. On mettra l'icône bien sur l'image. Comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec. C'est évidemment un livre chez Max Milo, auquel vous êtes très fidèle. Alors pour commencer, peut-être revenir sur votre introduction, qui finalement met tout de suite en image, en illustration, on va dire je vais trouver mon mot, l'ambiguïté, voilà, de l'Ukraine, sur laquelle en fait chaque pion a surfé, on va dire. Et vous commencez en racontant votre vie, puisque vous étiez en Italie et vous êtes passé devant la tombe d'un jeune Canadien mort donc en Italie. Oui, c'est vrai, j'avais été frappé lorsqu'il y avait eu cet incident au Parlement canadien où tout le monde avait salué un ancien nazi. Et oui. Et c'est amusant parce que ça m'a fait revenir à je ne sais pas combien d'années en arrière. On ne compte plus, on ne compte pas d'ailleurs. Et j'étais à Monte Cassino. Et mon père, lui, donc en Italie. C'était en Italie, c'est au sud de Rome. Mon père a toujours été un amoureux de l'architecture et le monastère de Monte Cassino est une magnifique pièce d'architecture qui a été en fait totalement détruite pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par les bombardements alliés, parce qu'on croyait que les parachutistes allemands s'y cachaient. Et ça a donné lieu à une bataille qui est devenue célèbre, la bataille de Monte Cassino, où les parachutistes allemands sont défendus quand même avec beaucoup de vaillance contre des alliés qui progressaient, des Polonais, des Britanniques, etc. Et notamment des Canadiens. Et il y avait cette tombe de Canadiens. Ça m'avait frappé parce que j'avais 18 ans. C'était l'âge du Canadien. Et c'est l'âge du Canadien. Et ça suscite encore aujourd'hui pour moi beaucoup d'émotions. Ouais. Parce qu'on se dit, mais à 18 ans, on a des mecs qui mouraient à mon âge. Oui. Et là, on voit au Parlement canadien des gens qui saluent les nazis, finalement. C'était plus que salut, c'était applaudissement général. C'était applaudissement général. Tout le monde s'est levé. Exactement. Et c'est d'autant plus. Donc un ancien nazi, donc on peut être précisé, donc ukrainien. C'est un ancien ukrainien qui faisait partie d'une division SS. Voilà. En fait, les Allemands, les SS ont fait la première armée internationale réellement. Et il y avait dans la SS, il y avait des hindous. Il y avait un bataillon hindou, un bataillon britannique, il y avait des Américains, il y avait des Suisses. Ils n'ont jamais formé une unité, mais il y avait des Suisses aussi. Il y avait une brigade qui est devenue division Charlemagne. D'ailleurs, les derniers combattants de Berlin et le dernier décoré de la SS a été un combattant français dans les ruines de Berlin, il ne faut pas l'oublier. Et il y avait des Ukrainiens. Il y avait des Polonais, il y avait vraiment, c'est vraiment la première grande armée internationale en fait, qui luttait contre le bolchevisme. C'était ça le truc. Donc il y avait ces combattants ukrainiens, beaucoup de ces combattants ukrainiens à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui profitaient en fait du nazisme pour faire avancer leur propre leur cause nationaliste. Parce qu'en fait, le nazisme c'est essentiellement une cause nationaliste qui favorisait les nationalismes. C'est pour ça que vous aviez des combattants sikhs, par exemple, en turban, vous aviez des Croates, etc., qui avaient les insignes SS dans leur costume national. Vous aviez des SS en turban. C'est assez amusant quand on parle des problèmes de voile aujourd'hui. Vous aviez déjà des musulmans dans l'armée, etc. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Toujours est-il que c'est les SS ukrainiens, après la Deuxième Guerre mondiale, évidemment que les Soviétiques les ont pourchassés parce que en Ukraine, les Alliés ont essayé de profiter de cette présence d'SS ukrainiens pour encourager une guérilla anti-soviétique. Donc beaucoup de SS ukrainiens sont restés
dans les forêts ukrainiennes pour combattre les soviétiques. D'ailleurs, c'était la même chose avec les pays baltes, notamment en Estonie, en Lettonie et beaucoup en Lituanie aussi. Vous aviez vraiment des armées d'anciens SS qui étaient soutenus par les services de renseignement occidentaux, d'ailleurs, c'est les opérations Minos, maintenant j'ai plus tous les noms, ils sont dans mes livres, si vous regardez Opération Z, je le décris de manière plus détaillée. Bref, on va peut-être pas refaire toute l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces SS ukrainiens ne sont pas restés en Ukraine pour se battre contre les soviétiques, mais ont émigré vers le Canada. Oui, alors il y a une partie qui a été récupérée d'ailleurs par les Américains, et puis beaucoup de SS ukrainiens partis au Canada, accueillis. Tout à fait. Très bien accueillis, on va dire. Et puis vous avez même une ministre canadienne, Chrystia Freeland, qui est descendante de ces. D'ailleurs, c'est elle qui a défendu l'érection de monuments. Finalement, qui commémorent les nazis. Ça fait beaucoup de bruit. Chez nous, c'est pas venu, mais au Canada, ça fait beaucoup de bruit ces dernières années, où on a des monuments en l'honneur de ces combattants nazis. Et effectivement, on en voit aujourd'hui, enfin on en a vu récemment, les effets dans ce Parlement. Bref. Justement, je voudrais qu'on revienne sur cette scène du Parlement, parce que pour moi, vous avez très bien fait de le mettre en introduction. Elle révèle tout ce qui s'est passé. Enfin, elle est l'illustration de tous les mensonges qui se sont déroulés de tous les côtés. Et ce que vous dites, donc tout le monde se lève pour applaudir. Donc déjà, sidération, on a envie de dire après coup. Comment on a pu, justement, les Canadiens et les Alliés ont-ils pu applaudir un nazi? Donc, première question. Puis derrière, il y a la réponse. Oui, mais il a lutté contre les Russes. Et là, vous parlez de cette ambiguïté où chacun met dans le russe l'ennemi qu'il veut. Voilà, tout à fait, parce qu'il ne dit pas qu'il a combattu les soviétiques. Oui, je n'avais pas analysé ça, donc vraiment, je n'avais pas remarqué. Quand vous écoutez le discours du président du Parlement qui avait invité d'ailleurs ce vétéran, et dans son discours pour introduire ce personnage, il dit il a combattu les Russes. Pas il a combattu les soviétiques. Donc on est dans une démarche ethnique, on n'est plus dans une démarche politique. N'est-ce pas? Et ça, c'est très frappant. Et ça illustre très, très bien la manière dont nous avons compris cette guerre d'Ukraine, qui était un combat finalement contre les Russes. Et on retombe sur ces vieilles peurs qui datent de bien avant d'ailleurs le XXe siècle, sans doute, de cet empire qui est très grand, qui est imposant, qui occupe quand même une partie du continent européen et qui a toujours un peu fait peur par sa dimension, à vrai dire. Oui. Et sa façon de penser différente. Je ne sais pas si c'est sa façon de penser différente, parce que pour beaucoup, c'était des orthodoxes, donc c'est pas vraiment différent. Enfin, il y a certainement eu, au moment de la scission entre Rome et Constantinople, il y a peut-être des choses comme ça qui font qu'il y a peut-être des réminiscences de ça c'est possible. Mais je pense surtout que c'est la dimension, c'est quelque chose d'énorme. Ça évoque aussi peut-être les grandes invasions barbares du début du Moyen-Âge ou fin de l'Empire romain. Je ne sais pas, je ne suis pas historien, c'est aux historiens de juger ça, mais toujours est-il qu'on voit bien qu'on est dans quelque chose qui va un peu au-delà de la politique. Et qui s'est au XXIe siècle, alors qu'on peut s'imaginer qu'après 2 guerres mondiales, après la fin de la guerre froide, et avec quand même l'échange d'informations, les échanges culturels qui existent dans nos pays, on ait pu faire la part des choses en réalité. Or, on n'a pas fait la part des choses. Non, encore moins que d'habitude. Encore moins que d'habitude. On s'est même polarisé et enfermé dans des espèces de niches qui a fait que, oui, effectivement, on se bat contre des Russes et non pas contre un système politique. D'ailleurs, je crois que personne n'est même capable de définir vraiment quel est le système politique de Poutine. Certains le voient à gauche, d'autres le voient à droite. On ne sait pas très bien ce que c'est en réalité. Même les journalistes qui sont très anti-Poutine, ils sont contre la personne. Et ils sont contre la personne parce que la personne, finalement, personnifie cette espèce de renouveau russe d'une certaine manière. Il a voulu redonner une conscience, redonner une fierté à la Russie, et c'est peut-être ça qu'on lui reproche. Et ça expliquerait pourquoi on lutte contre des Russes
Moi, j'étais guerrier de la guerre froide, on peut vraiment le dire, puisque dans les services, c'était les services secrets qui, pendant la guerre froide, étaient en pointe pour dans cette lutte entre les deux blocs. Bien sûr. Mais nous combattions pas des Russes, nous combattions des Soviétiques. C'est ce que disait le général de Gaulle. Il disait d'ailleurs le buvard, je crois que c'est le terme qu'il utilisait de l'URSS, reste toujours la Grande Russie. Tout à fait. Et moi je me rappelle qu'on avait en définitive, dès qu'on avait mis de côté les aspects politiques, quand on se rencontrait entre militaires, et notamment dans le cadre des mesures de confiance de la conférence sur la sécurité en Europe, c'est devenu l'OSCE, mais à l'époque c'était CSCE, dans ce contexte-là, et dans le contexte des ENUKI d'ailleurs, dans le cadre des mesures de confiance, on avait des manœuvres communes, ou des exercices, ou pas communs, c'est pas vrai, mais des exercices dans lesquels on pouvait aller observer les manœuvres des uns et des autres. Donc on avait des observateurs militaires russes qui venaient dans nos pays, en Suisse et ailleurs, et nous avions des observateurs pour aller voir leurs manœuvres. Et quand on était avec eux, entre militaires, on voyait que la communication était fluide. On se parlait de militaire à militaire. Il y avait des uniformes différents, il y avait des expériences qui finalement étaient très proches d'une certaine manière. On parlait un peu la même langue, si vous voulez. Et je me rappelle que ces contacts étaient étonnamment ouverts et sympathiques. Alors qu'en réalité, on était en guerre. Vous comprenez ? Guerre froide. C'était la guerre froide, mais on se battait contre des systèmes politiques, pas contre des hommes. Oui. Et ça, c'était l'aspect. Et aujourd'hui, on se bat contre des hommes. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, nous avons complètement dénaturé le sens de la guerre, d'une certaine manière. Et on le voit d'ailleurs, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais on le voit même en Palestine, où on a débordé le cadre politique et on va sur les gens, sur les hommes. On est devenu plus nazi. Alors, nazi, je ne sais pas, parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais disons, on est devenu plus bestial. Ce qui est très intéressant, en effet, c'est le fond de l'analyse de ce livre. Enfin, il y a plusieurs axes que je voudrais aborder, mais c'est-à-dire que vous dites on n'a pas voulu sauver l'Ukraine, on a voulu détruire la Russie. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les politiciens américains qui sont très ouverts, qui donnent beaucoup d'interviews, etc., un peu plus que chez nous, je pense que le niveau d'ailleurs de nos politiciens est assez navrant à ce propos, toute tendance confondue d'ailleurs. Toutes tendances confondues, le niveau de nos politiciens, qu'ils soient parlementaires ou dans les exécutifs, est d'un niveau d'une médiocrité absolument effarante. Et on voit même d'ailleurs que beaucoup n'ont pas compris de quoi il s'agissait en Europe. Aux États-Unis, ils ont un peu plus compris, ils ont fait les choses sciemment. Mais alors ils ont dit, c'est sciemment. C'est sciemment parce qu'ils ont dit, eux veulent détruire le russe parce qu'ils veulent détruire l'économie russe, etc. Et vous avez des politiciens, je les cite dans mon livre d'ailleurs, qui ont dit, il faut continuer à aider l'Ukraine parce que c'est le moyen pour nous, le meilleur marché d'abattre les Russes sans perdre une seule vie humaine. Oui, c'est ça. Et puis, Régis Le Sommier, c'est le titre de son livre Jusqu'au dernier Ukrainien, citait un sénateur, j'ai oublié le nom désormais, démocrate américain, qui avait dit il faut faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien, peu importe la mort. C'est Lindsey Graham qui l'avait dit. Je l'avais cité d'ailleurs dans mon premier livre. J'avais cité, il n'est pas le seul d'ailleurs, qui avait dit on va lutter jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, on voit bien que l'objectif n'est pas d'aider l'Ukraine, mais d'abattre la Russie. Oui. Et il faut comprendre qu'on m'a traité de complotiste à l'époque, évidemment, mais en réalité, on a, et si vous regardez, je pense... Alors qu'aujourd'hui, clairement, la vérité vous donne raison. La vérité non seulement donne raison, mais les Américains avaient prédit cette guerre. Et si vous regardez la dernière citation de mon ouvrage, la toute dernière, à la dernière page, vous verrez que les Américains qui ont créé l'architecture de ce conflit en 2019 ont également averti de ce qui pourrait se passer. Et dans la dernière citation du livre, vous pouvez la lire. Et c'est la toute dernière page. Alors, attendez. Avoir un coût important pour l'Ukraine, ainsi que pour le prestige et la crédibilité des États-Unis, il pourrait en résulter des pertes humaines et territoriales disproportionnées pour l'Ukraine, ainsi que des flux de réfugiés. Elle pourrait même conduire l'Ukraine à une paix désavantageuse. Voilà. Et ça, c'est la Rand Corporation qui l'a dit.
Donc, vous l'avez dit en 2019. Exactement. Tout était déjà écrit. Donc, tout était déjà écrit. Était déjà dessiné. On savait que l'Ukraine allait payer le prix de cette guerre. Tout le monde le savait. Tous les dirigeants occidentaux en Europe, tout le monde le savait. Et c'est ce que j'ai voulu avertir déjà, ce que j'ai averti dans mon premier livre, Opération Z, et naturellement dans les suivants. Mais donc, effectivement, on a utilisé, on a abusé de l'Ukraine, pour être honnête. Et même vous êtes assez dur, vous êtes abusé, en effet, vous pointez la responsabilité là, de l'Occident et encore plus la responsabilité justement des médias qui a accompagné cette, la course en avant vers la guerre et vers la guerre meurtrière de cette Ukraine. Vous avez donc de nombreuses déclarations sur la responsabilité de ces médias qui ont entraîné toujours plus l'Ukraine à aller vers la mort. Je pense que non seulement nos médias, les grands médias, LCI, BFM TV et compagnie, mais pas seulement eux, la RTBF, la RTS, etc., France Info aussi, etc., ont contribué à cette mécompréhension du conflit et à finalement cette poussée en direction de la haine, en direction du russe et non pas en direction d'un système politique en réalité. Et je pense personnellement qu'il porte une responsabilité criminelle. Et je pense... vous avez des mots très durs. Oui, parce que j'espère que les Ukrainiens se retourneront contre ces médias, qu'ils les traîneront en justice et qu'ils mettront nos médias devant leurs responsabilités. Parce qu'en réalité, on voit exactement le même phénomène aujourd'hui pour le conflit de Palestine. On voit exactement la même chose. C'est-à-dire des conflits, des médias qui devraient offrir une plateforme équilibrée pour l'analyse du conflit, pour ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, de façon à ce qu'on puisse se faire une opinion équilibrée des choses, qu'on puisse aider dans la solution du problème. Or, ils n'ont pas aidé dans la solution du problème, ils ont aidé dans la péjoration du problème. Et c'est là où ça me semble extrêmement grave. Et je pense que les médias ne sont pas dans leur rôle, ne sont toujours pas dans leur rôle. Ils sont dans un rôle de propagandiste et non pas dans un rôle de porteur d'information ils n'aident pas le citoyen à comprendre. Ils poussent le citoyen dans une direction. Et ça, c'est une démarche qui est extrêmement, comment dire, pas seulement négative, mais perverse, parce que non seulement ils n'offrent pas la plateforme, mais ils attaquent ceux qui essayent d'apporter, n'est-ce pas? Vous le premier. Ouais, entre autres. Mais oui. Alors là, on parle bien des médias occidentaux, et puisqu'on fait le parallèle avec ce qui se passe sur la scène israélo-palestinienne, on voit exactement en effet le même phénomène occidental. Après, voyons désormais l'Afrique du Sud qui maintenant a porté plainte contre Israël. Donc, les choses au niveau international, elles sont différentes et sont beaucoup plus lisibles. Ah, ce qui se passe, c'est que c'est là aussi c'est intéressant, parce que durant ce conflit, l'Occident s'est concentré contre la Russie. Le reste du monde, y compris la Russie, la Chine, etc., eux ne sont pas concentrés contre l'Occident. Ils ont essayé de s'organiser autrement, d'unir leurs forces et de s'organiser autrement. Donc, ils ont créé une dynamique que l'on a vu se concrétiser à travers la poignée de main entre le président iranien et Mohammed Ben Salman, par exemple, mais qu'on a vu aussi à travers les pays qui se sont enhardis à rejoindre les BRICS, par exemple, etc. Donc, on a créé une autre dynamique où le Sud s'est senti tout d'un coup raffermi d'une certaine manière. Et ce raffermissement, cette prise de confiance d'une certaine manière, elle se traduit par cette démarche de l'Afrique du Sud, qui en fait est un peu la pointe de l'iceberg d'un Sud qui se dit mais nous on existe aussi, on a aussi notre droit à la parole. Et puis finalement, quand on voit comment se comportent les gens de l'hémisphère nord, quand j'ai hémisphère nord, j'entends l'hémisphère occidental. D'ailleurs, les Américains parlent de hémisphère occidental. Quand on voit ça, on s'aperçoit que quand on voit les bêtises que nous avons faites, il est logique que le reste du monde se dise finalement,
on est certainement moins bête qu'eux, et ça raffermit cette confiance qu'ils ont dans une démarche qui est plus agressive envers l'Occident. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le conflit ukrainien. Vous dites, ils considèrent qu'ils sont certainement moins bêtes, mais qui a été bête et qui a été, vous l'avez dit, ils l'ont fait sciemment. Les Américains étaient au courant. Un des axes principaux de votre livre, c'est un des axes principaux, c'est de souligner le fait qu'on avait une très mauvaise compréhension, analyse de la stratégie russe. Qu'en fait, on n'a pas réussi à se mettre dans leur façon de penser. Et vous expliquez comment ils sont structurés complètement différemment et que leur stratégie, finalement, consiste à avoir un acte guerrier, un bras armé d'une politique. Et nous n'avons pas réussi à le comprendre. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous dites. C'est là où j'ai d'ailleurs du mal à vous suivre, parce que d'un côté, on a l'impression que les Américains ont fait sciemment cette guerre. Ils l'ont fait sciemment sans comprendre, ou eux ont compris, mais nous, autres Européens, avons suivi. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. Les Américains, c'est un peu toujours la même chose. C'est la même chose avec la guerre en Irak, c'est la même chose avec tout ça. Les Américains créent un narratif, ils ont une stratégie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on peut discuter, mais ils en ont une. Et ils créent les narratifs autour de ça. Oui, voilà. Ça arrange avec les narratifs. Voilà, ils s'arrangent avec la réalité. Oui. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que nous critiquons après les Américains, mais en fait, on n'est pas du tout critique par rapport à ce qu'ils font. Vous voyez ce que je veux dire? On les suit bêtement dans ce qu'ils nous disent. Voilà. Donc, eux savent, ils font les choses. C'est quoi leurs objectifs à eux? Alors, l'objectif des États-Unis, alors c'est clair, c'est le démantèlement de la Russie. Et c'est un objectif qu'ils ont depuis très longtemps d'ailleurs. Il n'est pas nouveau. Il s'est formalisé ces dernières années, puisque quand on parle du démantèlement de la Russie, c'est donc vraiment le démantèlement, c'est-à-dire la décomposition de la Russie en différents petits États ethniques. Je l'avais décrit dans mon ouvrage précédent, qui est, selon les modèles, il y a plusieurs modèles qui existent entre 18 et 32 États qui sont articulés autour vraiment de l'ethnicité des républiques pas socialistes, mais russes. Et il y a eu 5 conférences sur cette question. Donc, on n'est pas sur simplement une vue de l'esprit d'un journaliste, etc. Il y a eu 5 conférences patronnées par le département d'État américain pour organiser ce déclenchement des nationalismes, si vous voulez, ethniques à l'intérieur de la Russie, et ainsi la démanteler. Et sur l'étranger proche, donc l'Ukraine. Alors, c'est une des stratégies. Alors, c'est une des nombreuses stratégies pour affaiblir. Il y a une stratégie interne en Russie, c'est-à-dire favoriser l'émergence de ces mouvements séparatistes, pourrait-on dire, en Russie. Ça, c'est le volet interne. C'est ce que fait la National Endowment for Democracy, etc. N'est-ce pas? Entre autres, mais il y a d'autres instruments, mais c'est celui-là, entre autres. Et puis, vous avez les éléments externes, c'est-à-dire isoler la Russie par ailleurs, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une sorte de décomposition de l'État russe qui provoque une révolution ou des mouvements révolutionnaires ou en tout cas des changements au niveau de l'État russe et puis qui aboutissent finalement à un changement de régime et l'effondrement total de la Russie. L'objectif final étant que la Russie ne puisse pas constituer, de nouveau, je n'invente rien du tout, ça a été décrit dans Foreign Policy déjà en 2020 ou 2021, maintenant je n'ai plus en tête, mais ça a été parfaitement décrit, cette stratégie. C'est pour éviter que la Russie devienne une sorte d'arrière-cour de la Chine et puisse finalement, avec la Chine, créer un bloc, parce que la Chine, c'est un pays producteur, c'est un pays, ça je ne vous cache rien, mais elle a besoin de ressources pour ça. Or, la Russie est une source inépuisable de ressources. Voilà. Donc leur alliance, pas de peau, ça a créé l'effet inverse. Voilà, exactement. Bon, revenons donc, l'objectif des Américains est donc de détruire, de démanteler la Russie. Ils mènent cette guerre, c'est le propos de votre livre, à ces fins-là. Mais c'est là où vous dites, il y a eu une erreur d'analyse. Il y a eu une erreur d'analyse de leur stratégie à eux. Et y a-t-il vraiment eu une erreur ou s'est-on, et je pense qu'il y a un petit peu des deux, ou s'est-on menti à nous-mêmes dans notre propre mise en échec? Alors, il y a une erreur dans l'évaluation de l'adversaire. Oui.
parce que vous pouvez… Et là, on parle de stratégie militaire, mais racontez-nous… On parle bien de stratégie militaire. Oui. Dans la stratégie militaire, vous avez un adversaire et vous appliquez une stratégie pour l'affaiblir. Mais pour l'affaiblir, il faut déjà savoir quel adversaire vous avez, comment vous allez l'affaiblir. Et si vous pensez qu'il est plus faible qu'il n'est en réalité, vous n'utiliserez pas les bons instruments, etc. etc. Donc, l'analyse et la compréhension de l'ennemi, et d'ailleurs, c'est ce que déjà Sun Tzu disait il y a 2500 ans, il faut connaître l'adversaire au moins aussi bien que soi pour pouvoir faire une guerre. Or, on était tellement pris dans l'idée qu'on allait affaiblir la Russie, qu'on a même dit qu'elle était plus faible qu'elle n'était réellement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en évaluant l'adversaire plus faible qu'il n'est, on n'a probablement pas appliqué les bons instruments. Alors vous allez me dire, tant mieux d'une certaine manière, hein, tant mieux, mais le résultat est qu'au contraire, on l'a renforcé du coup, parce que la Russie s'est même si elle n'a pas la même configuration au point de vue économique que ce que nous pourrions attendre, ce n'est pas non plus les mêmes intérêts, il n'y a pas les mêmes attentes des populations, il n'y a pas la même culture, etc. etc. Donc, on ne peut pas transposer directement notre modèle à la Russie. Donc, à partir du moment où on se compare, on se sent beaucoup mieux parce qu'ils n'ont peut-être pas l'intérêt d'avoir 4 voitures et puis je ne sais pas, il n'y a peut-être pas les mêmes aspirations. Résultat des courses, on n'a pas fait ce qu'il fallait d'une certaine manière et on se retrouve aujourd'hui avec une Russie qui est encore plus puissante parce que la Russie, elle a toujours eu cette idée qu'elle pouvait collaborer avec les autres. On prend l'exemple de l'industrie. Des analystes militaires qui disent oui, ils sont même pas capables de produire tel véhicule, etc. C'est complètement ridicule. La Russie est capable de produire. Seulement, ils ont trouvé à un moment donné qu'il était plus intéressant, pour des raisons peut-être économiques, pour des raisons peut-être politiques, d'acheter ce véhicule en Europe plutôt que de le produire eux-mêmes. Typiquement, les missiles nucléaires, ils vont pas les acheter en France ou ailleurs, ils les produisent eux-mêmes. Mais pour un véhicule, ils peuvent faire cette démarche. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que les Russes n'avaient pas les capacités, mais qu'ils ont, dans leur choix, système à eux. Ils ont préféré communiquer et travailler avec nous plutôt que de les produire eux-mêmes. Ce qu'on a fait, c'est simplement les pousser à produire eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a une économie qui est beaucoup plus autarcique d'une certaine manière, mais qui est devenue beaucoup plus indépendante de nous. Et donc, on a perdu quelque chose. On a perdu un partenaire. On a perdu une opportunité de dialogue. On a perdu des opportunités économiques et on a fait que renforcer celui qu'on voulait finalement démanteler. Oui, parce qu'on a quand même foutu notre économie en l'air et passé Tout à fait. Et on voit aujourd'hui les chiffres d'ailleurs de l'économie allemande. On voit une contraction de 0,3% de l'économie allemande, c'est sorti hier ou avant-hier, alors que l'économie russe, elle, augmente à une croissance de 3,5%, quelque chose comme ça. Je voudrais qu'on revienne justement, encore un tout petit peu de stratégie militaire avant d'aborder un autre sujet. Vous racontez justement, comme j'ai plus la citation en tête, mais c'est un critique de l'offensive russe qui disait mais on n'a même pas, ils ont même pas attaqué telle et telle scène de conflit, c'est bien la preuve de leur faiblesse, etc. Et là vous dites mais c'était une vision complètement occidentale, ils avaient un autre jeu à mener. Et donc, en fait, on s'est berné pendant tout ce conflit, nous, analystes, enfin, je ne me mets pas dedans, parce que je ne suis pas du tout analyste militaire, mais tous les pseudo-analystes se sont bernés en ayant une vision qui, apparemment, c'est une erreur occidentale et française, même depuis de nombreux conflits, de ne voir que notre façon, que notre jeu à nous. Oui, j'avais été frappé lors d'une audition du colonel Goya devant une commission du Sénat, de s'étonner que les Russes n'utilisent pas la manière française. Ils n'utilisent pas la manière française de le faire. Voilà. Pas réaliser l'offensive directe. Voilà, c'est ça, comme nous, on l'aurait fait. Et c'est là qu'on voit d'ailleurs la médiocrité de la réflexion occidentale, parce qu'on s'est habitué à penser que nous avions le monopole de la stratégie. Or, un système, une armée, qu'elle soit française, qu'elle soit suisse, belge ou autre, c'est un système. C'est un système qui a des éléments politiques, qui a des éléments matériels, qui a des éléments doctrinaux, qui a des éléments culturels, des éléments de tradition. Il y a toutes sortes d'éléments qui forment la
la particularité d'une armée. Et cette armée, elle fonctionne effectivement comme un système. À partir du moment où vous changez un ou deux éléments, le système est dysfonctionnel d'une certaine manière. Alors, l'armée russe, elle a une tradition. C'est intéressant de voir qu'on parle de l'armée russe aujourd'hui, on parlait de l'armée soviétique il y a 40 ans, et pourtant, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans la manière de penser. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est basé avec des éléments culturels. La matière humaine reste la même. Si vous voulez, ils ont changé juste le drapeau, mais la matière humaine reste la même. C'est la même culture, c'est les mêmes niveaux d'instruction, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a une cohérence dans la réflexion militaire russe que nous n'avons pas chez nous, parce que d'abord, on n'a pas les Russes sont toujours orientés sur la défense de leur pays. Ça, oui, alors que nous, maintenant… alors nous, on va faire des guerres à gauche, à droite, etc. Oui. Parfois, vous dites des guerres pour rien. Voilà, exactement. Le fait d'être intégré à l'OTAN. On a toujours fait des guerres pour rien. Il n'y a aucune guerre qu'on a fait ces 30 dernières années qui avait une quelconque importance pour nous. Enfin, elle avait une importance peut-être pour certains. Le Sahel, on pourrait dire sécurité… Absolument pas, même pas. Même pas. Même pas. Le Sahel, même pas. Il n'y a aucune guerre qui a été utile pour nous. Je peux le souligner, aucune. On aurait pu régler le problème différemment, plus économiquement, plus intelligemment et sans avoir… Le Sahel, simplement pour prendre cet exemple, il est simplement la conséquence de ce que Sarkozy a fait en Libye. N'est-ce pas? Si on n'était pas intervenu en Libye pour rien, eh bien, on n'aurait pas eu les conséquences qui maintenant nous mènent au Sahel. Donc, et tout le monde s'accorde à dire que la Libye était une erreur, et même Obama a dit que c'était la plus grande erreur de son mandat. Donc, si Obama l'a dit. Disons qu'à partir du moment où c'est un acteur et qu'il reconnaît l'erreur, ça a quand même une crédibilité. Alors, on continue, parce que c'est très riche et on avance, malheureusement, le temps passe. Alors, on a compris que les objectifs étaient finalement des objectifs cachés, je résume pour nos auditeurs. Donc, finalement, la destruction de la Russie et des Russes, plutôt que de faire gagner et d'aider l'Ukraine. Au détriment des Ukrainiens. Ça, c'est quand même le grand drame de l'histoire. Tout à fait. Le message médiatique a été un mensonge. Voilà. Et en plus, il y a eu une mauvaise stratégie. Et on le comprend dans le fait d'avoir eu une mauvaise analyse de l'ennemi russe. Et là, j'aimerais bien aussi qu'on se concentre un tout petit peu sur le cas ukrainien. C'est intéressant en effet, et qui d'ailleurs qui pourrait être assez révélateur de l'Europe et même de la France d'une certaine façon. Vous dites, il a une tête, c'est une espèce je parle de l'armée, qui a une tête, c'est comme un peu monstrueux, une tête otanienne et un corps un peu soviétique, quoi. Puisque, dans le sens où c'était la direction venait de l'OTAN notamment, le conseil, etc., la formation, et puis ils étaient restés sur des schémas qui étaient des schémas de la période soviétique, et des hommes et du matériau. Vous parlez de l'Ukraine, donc le système ukrainien. Oui, c'est un système un peu hybride, effectivement. Le problème, c'est qu'effectivement, l'Ukraine, comme d'ailleurs beaucoup de pays de l'Est, on peut encore le concevoir en sortant du communisme, qui avait été quand même une grande faillite pour tous ces pays. Ils ont pensé que la solution était de l'Occident en général. Et l'Occident, pour les pays d'Europe de l'époque, c'était deux choses. C'est l'Union européenne, qui devait apporter la prospérité économique, et l'OTAN, qui pouvait apporter la sécurité. Voilà. Donc, on a ces deux pieds-là. Et donc, tous les pays de l'Est ont eu cette même démarche de se rapprocher de l'Union européenne et de l'OTAN. Enfin, je veux dire, presque d'abord de l'OTAN et ensuite de l'Union européenne, parce que l'Union européenne a des conditions plus strictes pour rentrer, et le passage dans l'OTAN était une sorte de fourche caudine. De paillasson. Donc, il y a eu cette tentative, et d'ailleurs, moi, j'ai été moi-même impliqué quand je travaillais à l'OTAN à l'époque, et j'ai été moi-même, on m'a demandé de participer à des projets de réhabilitation ou de restructuration de l'armée ukrainienne, donc juste après Maïdan.
Et parce qu'il y avait des problèmes assez importants. Donc, on voyait qu'on essayait d'apporter, l'OTAN essayait d'apporter son aide. On était dans le cadre du partenariat pour la paix ou de la coopération euro-atlantique, même organisation dont faisait partie la Suisse d'ailleurs, et la Russie, etc. Donc, il n'y a rien c'est assez logique que l'OTAN aide, comme elle a aidé la Suisse d'ailleurs, etc. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Le problème est que les Ukrainiens avaient cette tradition russe ou soviétique, et ils ont commencé à intégrer une tradition otanienne, avec le problème que ça a donné une sorte d'hybridicité dans la réflexion militaire. Et je pense qu'ils ont sous-estimé ce facteur-là, parce que quand ils se sont engagés dans cette opération dans le Donbass, ils savaient que ça allait provoquer les Russes et que les Russes interviendraient. Ils n'ont pas pensé que ça pouvait, il allait avoir une sorte de hiatus doctrinal, et qu'il finalement leur a porté préjudice, parce qu'ils se sont retrouvés, et après ça s'est accentué avec l'apport de matériels occidentaux, parce qu'on a une armée qui est à la fois composée, et de nouveau un matériel. Le matériel soviétique, il a été conçu pour la période de la défense, pour la défense de l'URSS. Donc, il est conçu, par exemple, pour les grandes plaines de Russie, pour ces grandes plaines d'Ukraine, etc. Quand vous prenez un matériel qui a été conçu pour défensif et qui devient offensif, pas seulement ça, mais qui vient d'Europe occidentale, et je montre d'ailleurs la différence sur la conception des chars d'assaut. On a l'impression comme ça de loin que c'est tout la même chose. En réalité, ils ont été conçus pour des environnements différents. Et alors, quand on est tout d'un coup une armée ukrainienne qui est hybride, d'une certaine manière, rien à voir avec la guerre hybride, mais qui est hybride dans le sens où elle a un peu une réflexion, comme vous l'avez dit, une tête un peu otanienne, et un corps soviétique, c'est un peu ça. Et donc, il y a tous les ingrédients pour perdre. Alors que les Russes ont cette cohérence en définitive, depuis les soviétiques. Vous avez qu'à enlever les artifices marxistes, puis en réalité, vous avez pratiquement la même doctrine militaire. Comprenez? Alors d'ailleurs, on avait déjà fait un sujet ensemble, un corps à corps, je crois, avec Régis Le Sommier. On était revenu le moment où justement, comme ça va pas bien, tout le monde se rejette la faute les uns sur les autres, et on voyait que le problème des ordres venus des Américains, donc de l'OTAN, et puis de ce qu'a voulu eux-mêmes l'état-major ukrainien, commençait à attendre un peu la situation. Mais voilà, je voudrais juste élargir un tout petit peu, puisque vous parlez de ce... C'est moi qui utilisais cette tête otanienne et de corps soviétique, mais est-ce qu'on ne pourrait pas poser cette question finalement pour l'ensemble de l'armée otanienne, parce qu'à chaque fois, chaque pays a ses particularités, même si c'est peut-être un peu moins marqué. La France, sa culture, sa volonté de défense, etc. Et puis et aussi ses intérêts. Avec une armée et une tête qui a des intérêts différents, et peut-être une stratégie, une façon de voir les choses différentes. Et finalement, peut-être que le corps ne s'assimile. Alors oui et non. D'abord, quand on parle d'armée otanienne, je pense que ce n'est pas la bonne expression qu'il faut prendre. Mais l'idée, n'est-ce pas, l'OTAN a été créée autour de l'idée de la défense de l'Europe par rapport à une attaque soviétique à laquelle on s'attendait. Et l'idée à l'époque, c'était de mettre en commun, enfin plutôt de mettre en synergie les capacités des uns et des autres. Parce que quand on regarde les plans de défense de l'OTAN, on a un secteur français, un secteur américain, etc. Et dans chaque secteur, chacun applique sa propre doctrine, si vous voulez. Il n'y a pas de doctrine otanienne, d'une certaine manière. Chacun appliquait son modèle. Le problème est venu quand l'Union soviétique a disparu. On n'a pas su comment résoudre le problème, parce qu'il n'y avait plus besoin d'armées aussi importantes en Europe. Et en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est dire, au lieu d'avoir des grandes armées américaines en Allemagne, des Britanniques, etc., qui défendent, eh bien, on va mettre en commun, on va vraiment mettre en commun nos unités. Et par exemple, si vous prenez les Hollandais, l'armée hollandaise, elle n'est pas conçue pour défendre
la Hollande ou le territoire hollandais. Elle est conçue pour défendre la Hollande depuis l'Allemagne. Oui. Si vous voulez, on forme une armée européenne. Et là, il y a un hiatus. Il y a un hiatus, il y a un vrai problème. Et ça, quand j'étais à l'OTAN, j'en ai beaucoup parlé parce que j'ai profité de mes 5 ans à l'OTAN pour voir comment fonctionnait cette organisation. Par chance, j'avais un ami que je cite d'ailleurs dans mon ouvrage, avec qui j'avais travaillé à l'Institut d'études stratégiques de Londres à l'époque, et qui travaille justement sur la prospective de l'OTAN. Il confessait d'ailleurs qu'il y avait une faiblesse fondamentale de l'OTAN, de penser qu'on peut assembler simplement des armées comme un jeu de Lego. Oui. Or, une armée, ça a sa propre identité d'une certaine manière. Et moi, je trouve que l'Ukraine, et ce que vous révélez, ce hiatus que vous révélez dans l'Ukraine, même si ce n'est pas exactement la même chose, révèle tout de même les faiblesses que nous aurions à nous protéger nationalement. C'est exactement le problème. Donc, l'idée de fédérer des forces pour se défendre, et l'idée de se dire si on met nos forces ensemble, on a besoin de moins d'éléments. L'idée n'est pas mauvaise. Mais alors, il faut aller plus loin, il faut réfléchir beaucoup plus loin, parce que nous avons des identités propres. Et on le voit d'ailleurs très très bien. On parle d'Union européenne, alors c'est très bien à partir du moment où... Alors on est censé détruire nos identités propres, donc dans ce cas-là, ça marcherait mieux. Voilà, et c'est là un peu le problème, parce qu'on voit qu'on n'a pas des politiques étrangères communes. Elle n'existe pas. D'ailleurs, c'est le grand problème pour le traitement du conflit ukrainien comme pour le traitement du conflit palestinien. D'ailleurs, il n'y a pas de politique étrangère européenne en réalité. On a des politiques étrangères nationales et la défense nationale est liée à la politique étrangère. Elle ne peut pas être indépendante. Si vous avez l'idée de faire une armée européenne sans avoir politique d'étrangère européenne est une stupidité, parce que l'armée est l'instrument de la politique étrangère. Ça devrait. Oui, non, c'est comme ça. C'est pas pour rien que d'ailleurs les domaines de votre président, du président de la République, les 2 domaines qu'il conserve traditionnellement, c'est la défense et la politique étrangère, parce que ce sont 2 éléments qui forment la politique de sécurité. Donc, pour l'OTAN, et on va fermer cette page-là, il faudrait, pour que la machine fonctionne bien, finalement, une espèce de corps uni, donc la destruction totale. Certains la souhaitent, des nationalités, des nations, pour une grande fédération. Et là, on est un peu dans l'utopie, parce qu'en réalité, on voit très bien d'ailleurs qu'il est peu vraisemblable, et d'ailleurs on l'a très bien vu à propos du conflit ukrainien, les Portugais ne veulent pas s'impliquer pour les Estoniens et vice-versa. Et surtout, il y a quand même eu des révélations, et nous on suit ça depuis longtemps. Quand on regarde aujourd'hui, nos plus grands ennemis en guerre, en intelligence économique, sont l'Allemagne et les Américains. Et ce ne sont pas les Russes et les Chinois. Alors, on est dans d'autres sujets, mais effectivement, on s'aperçoit bien, le problème, c'est que les intérêts nationaux ne sont pas les mêmes. Et on s'aperçoit très bien qu'il y a aussi des cultures différentes, notre manière de réagir. On voit bien quand il y a des événements en Afrique, eh bien que ça concerne plus l'Afrique que la Finlande. Et quand on voit les Estoniens qui viennent participer à une opération au Sahel, on voit bien qu'ils sont totalement déconnectés et qu'en réalité, ils ne viennent pas pour résoudre un problème, mais pour faire des cartons. Et c'est pour ça que les Nigérians, ou Nigériens plutôt, les Nigériens leur ont dit, écoutez, ça, on ne veut pas, et sortez de chez nous. On va, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Dernière question, parce que alors là, on se dit, ok, on a bien compris ce qui s'est passé, mauvaise stratégie, échec évident aujourd'hui, et pourtant, certains continuent de jouer ce jeu de la guerre et de dire finalement, Ursula von der Leyen a dit à Davos que la Russie avait perdu la guerre. Donc, on est encore dans ce simulacre, mais totalement déconnecté de la réalité. Et là, une nouvelle qui est tombée hier, le journal allemand Bild, qui vient de sortir une information, un document interne de l'armée allemande qui évoque la préparation de l'armée allemande d'ici quelques semaines, sûrement en février, à un conflit armé avec la Russie. Mais alors là, on nage dans quel... Bon, j'ai vu ce document, et le premier article que j'ai lu d'ailleurs sur cette histoire, en fait, je l'ai lu sur la presse ukrainienne. Ah oui. Et d'ailleurs, petite parenthèse, vous dites
dans tout votre livre, vous dites souvent lire la presse ukrainienne permettait d'avoir des informations plus objectives que lire la presse française ou occidentale. Exactement, tout à fait. Comme aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez une information plus objective si vous lisez la presse israélienne que si vous lisez nos médias. Donc, on est vraiment on marche sur la tête. Et là, j'ai lu, donc, je l'ai lu en allemand parce que bon, je parle aussi quand même l'allemand. Mais finalement, j'ai trouvé presque l'analyse sur le site ukrainien plus explicite. Et effectivement, donc j'ai regardé le texte de cette affaire. En fait, il s'agit d'un exercice. Alors, effectivement, quand on voit tout ça, ça a l'air terriblement catastrophique, etc. En réalité, c'est un exercice, et c'est un exercice qui a pour fonction d'exercer un état-major. Et alors, quand vous faites, et ça il faut comprendre, et alors j'ai l'avantage d'être colonel d'état-major général, c'est-à-dire que c'est un colonel qui a commandé, mais qui en plus est formé à diriger un état-major de grande unité. Donc, grande unité, c'est corps d'armée, armée, etc. Donc, et j'ai participé moi-même à des exercices de niveau très élevé dans le cadre du partenariat pour la paix, et donc avec des armées multinationales. Donc, quand on fait un exercice multilatéral et qu'on fait un exercice de ce type-là, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire travailler, vous savez, un état-major, c'est une organisation assez complexe. On va s'occuper des opérations terrestres, des opérations aériennes, des opérations logistiques, des opérations civilo-militaires, l'ensemble etc. des corps, donc il faut imaginer vraiment un ennemi très très méchant. C'est pas qu'il faut l'imaginer méchant, mais il faut imaginer quelque chose qui occupe chacune des cellules de cet état-major. Et quand on met tout ça ensemble dans un document, ça donne quelque chose qui a l'air assez catastrophique en réalité. Et donc, c'est juste un entraînement. C'est un entraînement. Et là, d'ailleurs, quand on lit le libellé on voit qu'ils sont partis d'une situation, de la situation d'aujourd'hui, donc il y a une temporalité qui donne 6 mois et puis une guerre à l'horizon 2025, parce qu'ils essayent de faire un scénario crédible, n'est-ce pas, et qui s'appuie sur plus ou moins ce qu'on pourrait observer aujourd'hui, mais tout ce qu'on voit, toute l'évolution qu'on voit pour cette année et l'année prochaine, on est dans la fiction totale, n'est-ce pas? Qui sert seulement. Mais qui sert uniquement. Et pour Ursula von der Leyen? Alors, le problème pour Ursula von der Leyen, là, mais vous savez, son grand-père déjà servait quelqu'un qui était moustachu, et on est un peu dans le même réflexe, d'ailleurs, qu'on avait dans les derniers mois de 1945. C'est-à-dire qu'on est dans cette fiction d'une victoire qui est totalement. On est dans le théâtre. On n'est pas seulement dans le théâtre. Si vous regardez le film La chute de ces derniers mois dans le bunker à Berlin, on s'aperçoit que les gens sont dans l'imaginaire, littéralement. Ils s'imaginent un champ de bataille, ils s'imaginent une situation. Et je pense qu'on est effectivement dans la même situation. On est dans la même situation, d'ailleurs, je le cite dans mon ouvrage, avec Zelensky, qui donne l'ordre à ses troupes d'avancer de 500 mètres par jour. C'est exactement ce qu'on entendait en mai, fin avril 1945, dans le Bousquet. On donne l'ordre d'avancer parce qu'on a l'impression qu'on recule parce qu'il n'y a pas la volonté de se battre. Or, ça n'est pas du tout le cas. C'est qu'effectivement, il y a un adversaire qui est tout simplement plus puissant. Jacques Beau, pour conclure votre livre, L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, finalement tire la même conclusion qu'Emmanuel Todd, la défaite de l'Occident. Oui. Une défaite, alors défaite de l'Occident, lui, il l'entend dans un autre sens que moi. Ici, c'est surtout la défaite de la réflexion de l'Occident. C'est la défaite de l'Occident dans la mesure où, personnellement, j'avais cette image que nos systèmes démocratiques, nos États de droit nous avaient donné une certaine sagesse qui nous permettait d'avoir un esprit plus critique à l'égard des conflits et qui nous permettait, lorsqu'il y avait un conflit, non pas de nous impliquer nous-mêmes dans le conflit, mais de prendre du recul, de la hauteur et d'aider les parties à résoudre leurs problèmes. Or, en fait, nous avons utilisé nos capacités pour attiser le conflit et non pas pour le calmer. Et de nouveau, on retrouve exactement le même schéma pour la Palestine aujourd'hui et je trouve que on a dévoyé l'esprit des Lumières, on a dévoyé l'esprit qu'on a voulu se créer ou les leçons qu'on aurait voulu tirer de la guerre froide. Eh bien, merci beaucoup Jacques Beau, L'art de la guerre russe, comment l'Occident a conduit l'Ukraine à l'échec, et c'est un livre aux éditions Max Minot. C'est absolument passionnant. Merci beaucoup à vous et merci